Vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends. Grande reporter, qui était grande reporter sur TF1, une des seules à avoir alerté sur le caractère politique de cette crise sanitaire, en tout cas d'avoir critiqué ce qui se passait et d'avoir brisé la doxa. Notamment, vous l'avez fait aussi à l'époque lors de l'épisode H1N1, et vous disiez que c'était une répétition générale, hein, ce qu'on avait avec le rapport du Sénat à l'époque, Exactement, oui. qui était tout à fait, Exactement. qui était très lucide sur ce qui se passait, mais qui n'était lu que par les dirigeants des multinationales pharmaceutiques, malheureusement. Et donc, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur cette injonction expérimentale qu'est ce qu'on appelle le vaccin, entre guillemets, contre le Covid. Oui, et ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que un grand merci à tous ces soignants, à toutes ces personnes qui sont suspendues et qui se battent pour la défense de nos droits fondamentaux. Donc les droits, leurs droits, mais aussi les nôtres. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous êtes dans le bon droit et nous sommes dans le bon droit. Moi, je suis journaliste depuis plus de 30 ans et j'ai constaté en 30 ans une dérive phénoménale des institutions qui ne font que s'affranchir de leurs propres règles. Et pour moi, la règle la plus importante, la première règle qui a été violée, c'est celle du libre consentement, car dans un essai sur un médicament, ça s'appelle un essai clinique, il faut un libre consentement. Et cette règle fondamentale, elle doit être respectée. C'est le Code de Nuremberg qu'il a en premier édicté à la sortie de la guerre, justement pour lutter contre les manipulations et tout ce qu'avaient fait les médecins nazis pendant la guerre sur les prisonniers. Et le Code de Nuremberg, il est très très clair. Je voudrais rappeler l'article 1 du Code de Nuremberg, qui est le suivant. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises de contrainte et de coercition. Or, on est exactement dans ce cas de figure. Ce qui s'est passé après le Code de Nuremberg, c'est que ça a été ensuite repris par la déclaration d'Helsinki, puis par la convention d'Oviedo, le règlement européen sur les essais cliniques et également par le préambule donc de la Constitution française. Et donc, jusqu'à présent, j'espère que mince. Oui, oui, Vous m'entendez? j'entends très bien. Je vous laisse parler. Voilà. Et voilà, j'avais l'impression que c'était Non, 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 non. coupé. Donc, et il se trouve qu'on est toujours dans un essai clinique. Voilà, c'est ce que je voudrais rappeler. Je voudrais revenir un peu aux factuels, aux fondamentaux. On est toujours dans un essai clinique en ce qui concerne les vaccins. Bon, les essais cliniques, il faut dire ce que c'est qu'un essai clinique. Un essai clinique, donc, c'est effectué en 3 phases principalement sur des sujets humains volontaires. Et encore, le site de l'EMA, de l'Agence européenne du médicament, précise bien que les sujets doivent être volontaires. Et c'est précisé à chaque fois. Et c'est écrit partout. Donc, le sujet doit être volontaire. S'il n'est pas volontaire, il ne peut pas y avoir d'essai clinique. Voilà. Et donc, comme on est toujours dans un essai clinique, on est dans la phase 3 des essais cliniques, aussi bien pour Pfizer que pour Moderna, qui sont les deux vaccins les plus utilisés, eh bien, on est dans la phase 3. Donc, on est toujours dans une phase où le sujet qui reçoit le vaccin doit être volontaire. Voilà. L'essai clinique, il sera fini quand la phase 3 sera terminée. Or, la phase 3 pour Pfizer sera terminée le 31 janvier 23. J'ai encore regardé hier. La phase 3 pour Moderna sera bientôt terminée en 22. Voilà. Or, le site de l'ANSM, de l'Agence française du médicament, essaye de nous faire croire que les vaccins ont passé l'étape des essais cliniques. Non, l'étape des essais cliniques n'est pas terminée. Donc, tant que l'étape des essais cliniques n'est pas terminée, l'essai clinique sur un sujet qui n'est pas volontaire est illégal. Donc, quand le Parlement européen, le Parlement français, avec la loi du 5 août, a décidé qu'il y aurait une obligation vaccinale pour des soignants, eh bien, cette loi, elle est illégale.
parce qu'il ne peut pas y avoir d'obligation vaccinale avec des produits qui sont à l'étape de l'essai clinique et qui nécessitent un acte volontaire. Donc, il ne peut pas y avoir d'obligation vaccinale pour un acte qui doit être volontaire. Ça a l'air d'être une tautologie, ce que je dis là, mais c'est les faits, ce sont les faits. Donc, tant qu'on est en essai clinique, cette loi est illégale. L'injonction de se vacciner faite par le gouvernement, par le Parlement, par la justice sont illégales au regard de ces textes de droits fondamentaux qui défendent la liberté et principalement la dignité humaine. Donc, pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a une corruption générale. Malgré tout, ils l'imposent, mais ils ne sont pas dans le bon droit. Nous sommes dans le bon droit. Et la corruption générale, elle vient de l'OMS, qui a déclaré qu'il y avait une pandémie, alors qu'il n'y avait pas de pandémie déjà. Et en plus, il déclare tout seul, le directeur de l'OMS, lui déclare tout seul qu'il y a une pandémie. En plus, avant que la pandémie ait lieu. En général, on constate une pandémie une fois qu'elle a eu lieu. Là, on décide avant. Bon, corruption de la Commission européenne qui a accepté l'injonction de l'OMS de déclarer une pandémie. Corruption de l'agence de médicaments européenne qui a accepté de valider l'essai clinique, le premier essai clinique de Pfizer et Moderna en disant que oui, il y avait un équilibre entre le bénéfice et le risque. Donc là, c'est exactement aussi de la corruption, puisque il ne peut pas y avoir d'équilibre entre bénéfice et risque. Corruption médiatique. Et la corruption médiatique, évidemment. Et la corruption du gouvernement français, de la HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, et la corruption du gouvernement et du Parlement. Donc, ce qu'il faut, c'est pour conclure, ce qu'il faut, c'est reconquérir nos droits fondamentaux et prendre conscience qu'il faut d'abord affronter cette pieuvre qui est la pieuvre de la corruption. C'est pas pour rien si le seul pays qui a un peu résisté, c'est la Suède, et qui, comme par hasard, est le pays qui est quand même le moins corrompu par rapport aux autres pays d'Europe. Oui, donc aussi peut-être, vous êtes journaliste, donc à un moment donné, continuer à parler de ce qui se passe avec le vaccin, le Covid et tout ce qu'ils nous ont dit, mais aussi montrer où est cette corruption principalement. Nous, ici, on est en Belgique, moi je suis belge, et la corruption en Belgique, je viens de faire une vidéo avec le fondateur de Transparencia, et on avait appelé ça Belgique terre mafieuse. On est vraiment en plein, c'est un autre type de mafia que chez vous, mais elle est quand même assez fabuleuse, et nous, prochainement, on va montrer où se crée, où dans ces lieux de pouvoir se fait cette corruption en fin de compte. Donc c'est important de le montrer aussi. Oui, il faut que au niveau de chaque nation, il y a une corruption générale qui est globale au niveau des institutions globales, mais il y a une corruption au niveau de chaque nation. Donc il y a un moment où effectivement il faudra se battre au niveau des nations. Pour terminer, merci pour ce témoignage, évidemment, de rappeler Nuremberg, comme Vera Sharav, d'ailleurs ancienne déportée, l'avait fait, qui n'a pas pu être reçue à un événement qui justement commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale et Nuremberg, parce que son discours est très critique sur le Covid. Je voulais avoir votre avis sur, alors je vais porter un jugement, mais la collaboration de vos collègues, en tout cas d'Emia aussi, mais de tous ceux qui ont joué dans ce jeu et ont permis, car sans les médias, ça n'aurait pas pu se faire. Il y a le gouvernement, c'est sûr, mais si les médias n'avaient pas joué le jeu, est-ce que vous les voyez se réveiller? Je suppose que vous êtes encore en contact avec certains. Écoutez, les journalistes sont des salariés. Donc, à partir du moment où les médias appartiennent à des oligarques ou à des intérêts capitalistiques, le patron il décide. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous avez beau être journaliste, il vous met dehors. Donc, les journalistes, ils font attention à pas perdre leur boulot. Le problème, c'est la concentration capitalistique de la presse. J'ai assisté en 30 ans à une disparition de la pluralité et du pluralisme dans la presse. Au début, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, on faisait un débat. Chaque polémique, on donnait la parole aux deux camps. On donnait la parole au pour, au contre, et on respectait le débat contradictoire. Là, maintenant, c'est quelque chose qui est fini. Ils estiment dans les médias maintenant qu'il n'y a plus besoin de débat contradictoire, qu'il y a un ministère de la vérité. Il y en a qui détiennent la vérité.
Et puis ceux qui sont pas d'accord avec ceux qui détiennent la vérité, eh bien on les insulte et on les traite de complotistes. Donc on les disqualifie et on emploie des arguments d'autorité. Mais les journalistes sont salariés, donc eux ils tiennent à leur casse-croûte. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je Oui, mais c'est comme, et si demain on les oblige à se vacciner, ils seront dans la même situation que les médecins et les soignants qu'on est en train de défendre maintenant. Donc, à un moment donné, c'est. Sauf que si on les oblige à se vacciner, c'est que s'ils veulent pas avoir la vie trop difficile, il vaut mieux pas qu'ils soient trop conscients. Donc quelque part, ils préfèrent ne pas essayer de comprendre et puis suivre ce qu'on leur dit et obéir, parce que être libre, ça demande plus d'énergie que d'obéir. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent obéir, être moins libre ou pas libre, et s'assoient sur leur liberté. Donc c'est tout à l'honneur de tous les soignants de faire respecter la liberté et de tous les Français, de faire respecter leur liberté et la liberté, parce que ça commence par le vaccin, mais c'est très grave le vaccin, parce que c'est le corps qui est concerné, c'est l'atteinte à l'intégrité physique. Et donc ça a commencé, et ça je voudrais le rappeler, ça a commencé avec l'augmentation vaccinale pour les nourrissons de 3 à 11 vaccins en 2018. Le premier, ça a été promulgué, la loi qui a été faite par Macron. Macron, dès qu'il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, alors qu'il n'en avait jamais parlé pendant toute sa campagne électorale, ça a été de rendre obligatoire les vaccins de 3 à 11 pour les nourrissons. C'était le début. Voilà, ça a été le début. Donc, les Français et tout le monde, il faudra qu'à un moment donné, on se rende compte que c'est pas que ce vaccin-là. Ce vaccin-là est beaucoup plus toxique que tous les autres. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas que celui-là, évidemment. Mais il n'y a pas que celui-là. Et il faut aussi demander l'abolition de toutes les vaccinations obligatoires pour les nourrissons. Merci beaucoup, Corinne Lalo.